Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Mexique a mis si longtemps à trouver sa voie? Pourquoi tant de coups d'État, tant de trahisons, tant de promesses non tenues? Après avoir accédé à l'indépendance, notre pays n'a pas trouvé la paix. Il a trouvé le chaos. Les premières années de la République ont été comme une tempête. 16 présidents en seulement 17 ans. Des héros devenus martyrs, des réformateurs réduits au silence, des dirigeants qui ne recherchaient pas le bien du peuple, mais leur propre pouvoir. Et les gens regardaient, souffraient, attendaient. Mais au milieu de tout cela, quelque chose de plus fort que les gouvernements s'est également construit. L'esprit mexicain. Car malgré la douleur, le désordre et la perte, le Mexique n'a pas abandonné. Le Mexique a résisté. Le Mexique a appris. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'histoire de ces 16 premiers présidents. Non pas pour les juger, mais pour comprendre comment chacun d'eux a tracé le chemin, avec ses erreurs, avec ses succès, vers le pays que nous sommes aujourd'hui. Se préparer, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est notre histoire. Avant de commencer cette incroyable histoire, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Si vous appréciez autant que nous l'histoire du Mexique, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de notre contenu à venir. Et aussi, laissez-moi un commentaire avec cette phrase « Le Mexique mérite de connaître sa véritable histoire ». En écrivant simplement cela, vous aiderez cette vidéo à toucher plus de gens, des gens qui, comme vous, aiment leur pays, mais qui n'ont peut-être jamais entendu cette histoire racontée de cette façon. Votre commentaire et votre abonnement font la différence. 1. Guadalupe Victoria, la naissance d'une nation, 1824-1829. Imaginons un instant un Mexique nouveau-né, un pays qui vient de briser les chaînes de la domination espagnole, plein d'espoir, mais aussi de blessures ouvertes. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire des présidents du Mexique, et le premier à prendre les rênes fut Guadalupe Victoria, un homme qui n'est pas né avec ce nom, mais qui l'a adopté pour honorer la Vierge de Guadalupe et la cause de l'indépendance, Victoria. Et son vrai nom était José Miguel Ramón Adocto Fernández y Félix, mais dès son plus jeune âge, il a décidé que sa vie serait consacrée à la libération du Mexique. Et c'est ce qu'il a fait. Il a combattu aux côtés des insurgés, a vécu dans les montagnes en fugitif et n'a jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. C'était un homme aux idéaux fermes, discret, mais ferme comme un roc. Lorsque la première constitution fédérale fut finalement adoptée en 1824, le pays avait besoin de quelqu'un qui représente non seulement la victoire militaire, mais aussi l'espoir d'unité et de paix. Pour cette raison, Guadalupe Victoria a été élue première présidente des États-Unis du Mexique. C'était comme si tout ce dont il avait rêvé pendant la guerre se réalisait. Mais gouverner n'était pas une tâche facile. Le Mexique était divisé entre libéraux et conservateurs, entre ceux qui voulaient un pays fédéral et ceux qui voulaient un gouvernement fort et centralisé. Victoria a opté pour le modèle fédéraliste, c'est-à-dire donnant l'autonomie aux États. Cela en dérangeait beaucoup, mais il était convaincu que la liberté devait être vécue dans tous les coins du pays. L'une des réalisations les plus importantes de son mandat fut l'abolition de l'esclavage en 1829. Même si cet esclavage n'était plus pratiqué dans certaines régions, la décision était claire. La demi-liberté ne pouvait pas exister au Mexique. Pour Victoria, tous les Mexicains étaient libres, quelle que soit leur origine. Il a également été confronté à de grands défis. L'économie était en ruine après des années de guerre et les intérêts étrangers commençaient à avoir un regard ambitieux sur le nouveau pays. Guadalupe Victoria a fermement défendu la souveraineté nationale, même lorsqu'elle a dû résister aux tentatives de reconquête de l'Espagne, comme la tentative d'invasion ratée de 1829 vers la fin de son mandat. Victoria était un homme austère qui rejetait le luxe du pouvoir. Il gouvernait avec honnêteté, et cela, à une époque d'ambitions excessives, était presque un miracle.
À la fin de son mandat, en 1829, il cède le pouvoir de manière pacifique, ce qui malheureusement ne se produira plus aussi fréquemment dans les années suivantes. Sa présidence fut comme la première pierre d'un édifice encore en construction. Il a établi des principes, balisé des chemins et montré qu'on pouvait gouverner dignement. Mais il a également précisé que la stabilité au Mexique serait difficile à atteindre. Et justement, celui qui lui succéderait montrerait bientôt que les passions politiques et les conflits internes ne faisaient que commencer. Et c'est là qu'intervient le deuxième président, Vicente Guerrero, le guérillero arrivé au pouvoir dans une période de turbulence. Et deux, Vicente Guerrero, le guérillero arrivé au pouvoir, 1829. L'histoire du Mexique a continué sa marche. Et après le départ pacifique de Guadalupe Victoria, le pays est entré dans une nouvelle étape. Mais désormais, l'ambiance était différente. L'espoir d'unité commençait à s'estomper et des ambitions personnelles faisaient surface. C'est alors que Vicente Guerrero, un homme aux origines modestes et à l'esprit indomptable, devient président. Guerrero n'était pas un homme politique traditionnel. C'était un combattant né, un véritable guérillero indépendantiste. Dans sa jeunesse, il avait parcouru les montagnes du Sud, machette à la main, luttant sans relâche contre l'armée espagnole. On raconte même que lorsque son père, qui était du côté royaliste, lui demanda d'abandonner le combat, Guerrero répondit fermement « Le pays passe avant tout ». Cette phrase est entrée dans l'histoire comme un symbole de patriotisme absolu. Mais devenir président n'a pas été facile. Son choix n'était pas tout à fait légitime. Il est arrivé au pouvoir après un soulèvement armé connu sous le nom de mutinerie de la Acordada, au cours duquel les forces libérales ont renversé le président élu, Manuel Gómez Pedraza. C'était un avertissement clair. Au Mexique, les armes étaient encore plus éloquentes que les votes. Vicente Guerrero accède à la présidence en avril 1829, dans un Mexique divisé, avec de puissants ennemis et une élite qui ne l'accepte, pas en raison de son origine métisse, de son manque de formation académique et de sa position libérale. Mais Guerrero n'a pas été intimidé. Dès le début, il a voulu gouverner pour les plus pauvres, pour les oublier, pour ceux qui ont combattu à ses côtés dans les montagnes. L'un de ses actes les plus courageux fut d'abolir l'esclavage sur tout le territoire national en septembre de la même année. Bien que Guadalupe Victoria ait déjà avancé dans cette direction, Guerrero l'a rendu définitif. Cette décision était révolutionnaire et profondément symbolique. Un métis, fils de paysan, a mis fin légalement à l'une des institutions les plus injustes du passé colonial. Cependant, ses ennemis ne sont pas restés les bras croisés. L'oligarchie, les conservateurs et une partie de l'armée commencèrent à conspirer contre lui. Ils l'accusaient de gouverner faiblement, de favoriser les libéraux radicaux et de vouloir transformer trop vite une société qui n'était pas encore prête à autant de changements. C'est alors que son propre vice-président, Anastasio Bustamante, mena un coup d'État contre lui en décembre 1829. Guerrero fut trahi, persécuté et finalement capturé par tromperie. Ils l'ont traduit devant un tribunal militaire et il a été condamné à mort. Le 14 février 1831, Vicente Guerrero est fusillé à Quilapam, Oaxaca. Ainsi s'acheva la vie de l'un des grands héros de l'indépendance et de l'un des premiers présidents qui tentèrent de gouverner pour le peuple. Sa mort fut perçue par beaucoup comme une injustice historique, et sa figure grandira au fil des années, devenant un symbole de lutte, de résistance et de dignité nationale. Mais avec sa chute, le pouvoir revient aux mains des conservateurs. Et le chapitre suivant nous amène à l'un des épisodes les plus brefs, presque anecdotiques, mais qui reflète le désordre vécu au Mexique. Le gouvernement éphémère de José María Bocanegra, le président de 5 jours. 3. José María Bocanegra, président pendant 5 jours, 1829. L'histoire du Mexique, au cours de ses premières années en tant que nation indépendante, semblait écrite avec de l'encre de poudre et des changements soudains.
La chute de Vicente Guerrero ne marque pas la fin d'une crise, mais le début d'une instabilité qui ne laisse aucun répit. Après le coup d'État mené par Anastasio Bustamante, le pays est tombé dans un vide de pouvoir. Qui gouvernerait pendant que le nouvel ordre s'installerait? C'est là qu'apparaît un personnage presque oublié, mais essentiel dans ce moment de transition. José María Bocanegra. Bocanegra n'était ni un soldat, ni un leader, ni un chef de parti. C'était un civil, avocat de formation, possédant une expérience des affaires publiques et ayant une réputation d'honnêteté et de mesure. Pour cette même raison, il fut élu président par intérim par le Congrès le 18 décembre 1829. Sa mission était claire, maintenir le gouvernement en fonction pendant que la crise provoquée par le soulèvement contre Guerrero était résolue. Mais ce qui semblait être une tâche provisoire s'est transformé en champ de mine. En seulement 5 jours, Bocanegra s'est trouvé pris au milieu d'un jeu de pouvoir qui avançait plus vite que les décisions du Congrès. Les rues de Mexico furent envahies par les troupes rebelles de la caserne de la Acordada et la population vivait dans la peur, ne sachant pas qui commandait réellement. Le gouvernement Bocanegra était légitime, mais il ne contrôlait pas le pays. Pendant ce temps, Anastasio Bustamante, le véritable architecte du coup d'État, restait dans le nord, attendant le moment précis pour prendre le commandement. Bocanegra a tenté de résister. Il a essayé de gouverner, mais il ne disposait pas de suffisamment de forces militaires ni de soutien politique pour affirmer son autorité. Sa présidence était comme une bougie allumée au milieu d'une tempête. Le 23 décembre, 5 jours seulement après leur prise de fonction, les troupes rebelles ont fait irruption dans le palais national. Bocanegra a été contraint de démissionner. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y avait pas de sang, juste la dure réalité d'un pays où le pouvoir se décidait par les armes et non par les lois. Malgré son bref mandat, José María Bocanegra représente une figure symbolique, la tentative de maintenir la légalité au milieu du chaos. C'était le reflet de ce que le Mexique n'avait pas encore réussi à construire, un gouvernement civil, stable, respecté de tous. Son départ laisse place à une nouvelle solution improvisée. Un triumvirat, c'est-à-dire un gouvernement, formé de 3 personnes à la fois, qui chercheraient une fois de plus à rétablir l'ordre. De ce triumvirat, le visage le plus visible était Pedro Vélez, et c'est là que se poursuit cette histoire présidentielle mouvementée. 4. Pedro Vélez, le triumvirat d'urgence, 1829. Après la chute de José María Bocanegra, le pays s'est retrouvé une fois de plus sans tête claire aux commandes. La présidence a changé de main en seulement 5 jours. Les rues de la capitale étaient encore dominées par des soldats rebelles. La confusion était totale. Au milieu de ce chaos, le Congrès a décidé de prendre une mesure extraordinaire. Créer un gouvernement provisoire dirigé par 3 personnes, ce qu'on appelle un triumvirat. L'un des membres les plus éminents de ce triumvirat était Pedro Vélez, juriste, avocat et président de la Cour suprême de justice. Il n'était ni un homme politique ambitieux, ni un militaire avide de pouvoir. Vélez était un intellectuel modéré et respecté, à qui l'on confia l'énorme responsabilité de diriger le pays pendant ces jours turbulents. À ses côtés se trouvait Lucas Alaman, l'un des cerveaux politiques les plus brillants et conservateurs de l'époque, et Luis Quintanar, un militaire qui apportait un soutien armé. Ce triumvirat fut officiellement formé le 23 décembre 1829 et son seul objectif était clair: garantir la transition du pouvoir à Anastasio Bustamante, le général qui avait déclenché la rébellion contre Guerrero et qui se profilait désormais comme prochain président. Le mandat de Pedro Vélez et de ses compagnons dura moins d'1 mois, mais leur importance fut grande. Ils ont empêché le pays de sombrer dans la guerre civile. Ils apaisent les esprits dans la capitale, maintiennent l'administration en marche et organisent l'arrivée de Bustamante de manière ordonnée. Il s'agissait essentiellement d'un gouvernement d'urgence,
qui savait agir avec prudence dans une situation explosive. Il est intéressant de noter que, même si Pedro Vélez n'avait aucune aspiration politique, il a accepté ce poste par sens du devoir, comme s'il savait qu'à cette époque, sa présence pouvait apporter la stabilité. Et c'était ainsi. Au cours de cette brève période, aucune décision majeure n'a été prise, ni aucune loi révolutionnaire promulguée, mais quelque chose d'essentiel a été réalisé. Un calme fragile a été rétabli. Le triumvirat termina ses fonctions. Le 1er janvier 1830, lorsqu'Anastasio Bustamante entra triomphalement dans la capitale et assuma la présidence de la République, Pedro Vélez a repris son rôle à la Cour suprême, laissant derrière lui l'un des mandats les plus courts mais nécessaires de toute l'histoire du Mexique. La présidence revient aux mains des militaires et avec Bustamante va commencer une période marquée par l'autoritarisme, la répression et une nette inclination vers les idéaux conservateurs. Le conflit entre libéraux et conservateurs est loin d'être terminé. En fait, cela ne faisait que commencer. Arrêtez-vous un instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous touche, elle vous fait réfléchir. Et c'est déjà quelque chose de puissant. Mais maintenant, je vous demande quelque chose d'encore plus important. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, et sinon faites-le maintenant. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela signifie beaucoup pour que ce type de contenu continue d'exister. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-le avec quelqu'un d'autre. Un ami, un membre de votre famille, votre groupe WhatsApp. Parce qu'en agissant ainsi, vous aidez davantage de Mexicains à connaître leur histoire, la vraie, racontée avec clarté, émotion et vérité. Vous pouvez être le pont pour que cette histoire ne soit pas perdue. 5. Anastasio Bustamante, le général conservateur 1830-1832. Après le bref gouvernement provisoire dirigé par Pedro Vélez, Anastasio Bustamante arrive dans la capitale d'un pas ferme. Nous sommes en janvier 1830. Le général, révolté contre Vicente Guerrero, prend désormais officiellement le contrôle du pays. Son accession au pouvoir n'a pas été le résultat d'un vote, mais d'armes, comme cela commençait malheureusement à devenir une habitude au Mexique. Bustamante était un militaire de carrière, discipliné, au visage sérieux et aux pensées conservatrices. Sa vision du gouvernement contrastait profondément avec celle de Guerrero. Là où Guerrero cherchait à se rapprocher du peuple, Bustamante représentait les élites, le clergé et les secteurs plus traditionnels qui craignaient les changements sociaux. Dès le début de son mandat, Bustamante fait face à un pays divisé. Les gens n'ont pas oublié que sa présidence était le résultat d'une trahison. L'assassinat de Guerrero, en 1831, exécuté après avoir été capturé par tromperie, assombrit encore davantage son image aux yeux d'une bonne partie de la population. Même si ce n'est pas lui qui a donné l'ordre direct, son gouvernement a été tenu moralement responsable de cette tragédie. Son administration a été caractérisée par une répression sévère contre les libéraux. Ceux qui s'opposaient au régime ont été persécutés, les journaux critiques ont été fermés et d'éminents intellectuels et hommes politiques ont été exilés. Parmi les plus persécutés figurait Valentín Gómez Farías, l'un des principaux dirigeants libéraux. Bustamante croyait que le Mexique ne pouvait être gouverné qu'avec l'ordre, la force et l'obéissance. Mais il oubliait que le pays aspirait à la liberté et à la justice. Sur le plan économique, son gouvernement cherchait à stabiliser les finances et à encourager les investissements étrangers. Mais la corruption et le désordre administratif étaient tels que peu de progrès concrets ont été réalisés. De plus, l'instabilité politique fait fuir tout homme d'affaires qui souhaite parier sur le Mexique. Pendant ce temps, le mécontentement grandissait. Des soulèvements armés ont commencé à apparaître dans plusieurs États, dont beaucoup étaient dirigés par d'anciens alliés de Guerrero. L'un des centres les plus importants était Veracruz, où commença une rébellion au nom de la légalité et contre l'autoritarisme de Bustamante. C'est ainsi qu'éclata en 1832 une nouvelle rébellion libérale, connue sous le nom de Plan de
Veracruz, qui exigeait la démission du président et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Cette fois, les rebelles ont réussi à rejoindre de nombreux secteurs du pays. Même certains hommes de Bustamante commencèrent à douter de son leadership. La pression est devenue insoutenable. Plutôt que de provoquer une guerre civile ouverte, Bustamante décide de céder le pouvoir en décembre 1832. Il le fait avec résignation, sachant que son temps est écoulé. Son départ ouvre la voie à une nouvelle tentative de réconciliation nationale. Ainsi, au milieu de cette marée constante de dirigeants, de trahisons et de coups d'État, le Mexique a cédé la place à un homme calme et presque oublié, qui avait remporté les élections il y a des années, mais n'avait jamais été capable de gouverner. Il s'appelait Manuel Gómez Pedraza, et c'était enfin à son tour d'occuper la place qui lui avait été refusée par la force des années tadosas. Auparavant, 6. Melchor Musquiz, le bref entracte, 1832. L'histoire du Mexique dans ses premières années de vie républicaine ressemblait à des montagnes russes sans frein. Les présidents allaient et venaient comme les pièces d'un jeu d'échecs, une politique. Lorsqu'Anastasio Bustamante décida de céder le pouvoir en 1832 sous la pression des forces libérales, il n'était pas encore possible de remettre la présidence directement au président légitime élu en 1828, Manuel Gómez Pedraza, toujours en exil. Il fallait alors un pont, un gouvernement de transition qui maintiendrait le pays debout jusqu'à l'arrivée du nouveau président. C'est à ce moment-là que Melchor Musquiz entre en scène. Musquiz était un homme serein et discret, sans grandes ambitions personnelles, mais avec une carrière respectable. Il avait été un soldat insurgé pendant la lutte pour l'indépendance et jouissait d'une bonne réputation, tant auprès des modérés que des libéraux. Pour cette raison, il fut élu président par intérim en août 1832. Leur mission était claire: empêcher le pays de sombrer dans une guerre civile ouverte, contenir les colères et préparer le terrain pour le retour de Gómez Pedraza. Mais cela ne veut pas dire que son travail était facile. Musquiz a reçu un pays fracturé, avec des rébellions dans plusieurs États, avec des troupes toujours fidèles, à Bustamante résistant à la reddition et avec une économie chancelante en raison d'une instabilité constante. Durant les quelques mois où il était aux commandes, il a essayé de rester calme. Il a appelé à des négociations entre les partis opposés, recherché la réconciliation nationale et tenté d'empêcher une aggravation du conflit. Son style était plus celui d'un médiateur que celui d'un président actif. Il n'a pas approuvé de réformes majeures ni imposé de décisions controversées, mais il a accompli une tâche fondamentale: éviter de nouvelles effusions de sang. Dans le même temps, les préparatifs pour le retour de Gómez Pedraza, contraint de quitter le pays en 1829 par le soulèvement qui a porté Guerrero au pouvoir, ont commencé. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le cycle de la justice était sur le point de se refermer et le Mexique ouvrait à nouveau ses portes à un président qui avait gagné aux élections mais avait perdu par la force. Le gouvernement de Musquiz prit fin en décembre 1832 lorsqu'il céda pacifiquement la présidence. Son mandat fut bref, mais ce fut une pause nécessaire au milieu du tourbillon politique qui balayait le pays. Musquiz a montré que, même au milieu du chaos, il était possible d'agir de manière responsable et avec retenue. Et c'est ainsi qu'enfin, après des années d'attente et d'exil, Manuel Gómez Pedraza a de nouveau foulé le sol mexicain, prêt à assumer la position que le destin lui avait refusée. Même si sa présidence serait aussi une sorte d'intermède. Aujourd'hui, l'histoire continue avec un homme qui, même s'il est arrivé en retard, est venu clôturer un cycle. Manuel Gómez Pedraza, le président qui a attendu son tour. 7. Manuel Gómez Pedraza, le président qui attendait son tour, 1832-1833. Après des années d'exil, d'incertitude et de changements de pouvoir inattendus, Manuel Gómez Pedraza put enfin occuper la place qu'il avait légitimement remportée aux élections de 1828.
Nous étions en décembre 1832 et le Mexique en avait assez des coups d'État, des trahisons et des gouvernements improvisés. Finalement, un président est arrivé légalement et avec un soutien constitutionnel. Même si le chemin pour y parvenir avait été tout sauf simple, rappelons-nous brièvement, en 1828, Gómez Pedraza avait été élu président de la République. Cependant, une insurrection, la fameuse mutinerie d'Acordada, promue par les partisans de Vicente Guerrero, l'obligea à démissionner et à fuir le pays avant de prendre ses fonctions. Sa victoire fut ignorée et le Mexique plongea dans une période de crise politique. Durant ces années, il a vu de loin comment d'autres régnaient à sa place. Guerrero, Bocanegra, Bustamante, Musquiz, mais l'histoire donne parfois une seconde chance. En 1832, avec la chute de Bustamante et grâce au soutien d'un mouvement libéral qui voulait restaurer l'ordre constitutionnel, Gómez Pedraza revint d'exil et fut reconnu comme président légitime. Son accession au pouvoir ne fut ni triomphale ni révolutionnaire. Il s'agissait plutôt d'un acte de justice historique, d'une tentative de refermer une blessure ouverte. Lui-même savait que sa présidence serait temporaire. Il ne lui restait plus qu'un an de mandat, soit le temps qu'il avait initialement été élu depuis son élection. Au cours de sa brève administration, il s'est concentré sur la réconciliation du pays. Il a tenté de calmer les esprits entre libéraux et conservateurs, de restaurer la confiance dans les institutions et de garantir la paix. Il gouverne avec modération, sans rechercher la confrontation ni imposer de changements majeurs. Il savait que la chose la plus précieuse qu'il pouvait offrir à ce moment-là était la stabilité. Politiquement, il autorisa le retour des exilés et mit fin aux persécutions. Socialement, son ton était conciliant. Et sur le plan économique, même s'il n'a pas eu le temps de mettre en œuvre des réformes majeures, il a au moins réussi à enrayer la détérioration qui s'installait depuis les gouvernements précédents. Mais ce qui ressort le plus de son mandat, c'est son attitude à l'égard du pouvoir. Gómez Pedraza n'a pas conservé son poste. Alors que son mandat approchait de la fin, il a organisé des élections libres et s'est engagé à transmettre le pouvoir de manière pacifique. Dans un Mexique où le pouvoir était souvent pris par la force, ce geste était perçu comme un exemple d'intégrité et de respect de la loi. Ainsi, en mars 1833, Manuel Gómez Pedraza quitta la présidence telle qu'il l'avait reçue, en paix, sans conflit, et avec la satisfaction d'avoir rempli son devoir. Sa figure, bien que peu connue aujourd'hui, représentait une pose de civilité au milieu du tourbillon politique qui balayait le Mexique. Mais le pays était sur le point de se tourner, une fois de plus, vers une nouvelle étape, car le prochain président qui entrerait en fonction serait l'un des plus controversés, tenaces et transformateurs de toute l'histoire nationale. Valentín Gómez Farías, l'homme qui apporterait avec lui une vague de réformes et un affrontement direct avec les pouvoirs traditionnels. 8. Valentín Gómez Farías, le réformateur en avance sur son temps, 1833. Après le départ pacifique de Manuel Gómez Pedraza, le Mexique se prépare à ouvrir un nouveau chapitre. La nation était encore jeune, mais son cœur battait fort, à la recherche d'une identité, d'une direction claire. Et puis est arrivé au pouvoir un homme qui n'avait pas peur de rompre avec le passé, de se confronter au pouvoir traditionnel et d'imaginer un pays moderne, juste et libre. Cet homme s'appelait Valentín Gómez Farías, élu vice-président aux élections de 1833 avec Antonio López de Santa Anna. Gómez Farías ne tardera pas à prendre le commandement, car, comme c'était l'habitude à Santa Anna, il se retira dans son hacienda peu après son entrée en fonction, laissant la présidence entre les mains de son vice-président. Et c'est alors que Gómez Farías a lancé une véritable révolution politique, mais pas avec des fusils, mais avec des lois et des décrets. Valentín Gómez Farías était un libéral convaincu, profondément influencé par les idées des Lumières et la pensée républicaine.
Il pensait que le Mexique ne pourrait pas avancer tant qu'il resterait lié aux chaînes de l'ancien régime colonial. L'influence excessive du clergé, le pouvoir excessif de l'armée et une éducation monopolisée par l'Église. Pour lui, l'avenir du pays dépend de la rupture avec ses privilèges. C'est ainsi qu'une vague de réformes a commencé comme jamais vu dans l'histoire du Mexique. Il réduisit considérablement le pouvoir de l'armée, éliminant les juridictions militaires et fermant les couvents qui servaient de casernes. Il limita l'influence du clergé, supprimant les ordres religieux, fermant les monastères et déclarant que l'éducation devait être entre les mains de l'État et non de l'Église. Il a créé des écoles laïques, promu l'enseignement scientifique et fondé des institutions publiques pour former des citoyens réfléchis et pas seulement des croyants obéissants. Il a promu la liberté de la presse et a cherché à ce que les citoyens participent davantage à la vie politique du pays. Ces réformes étaient révolutionnaires, mais aussi incendiaires. Les secteurs conservateurs, le clergé et l'armée réagissent avec fureur. Les élites l'ont accusé d'être antichrétien, de détruire l'ordre social et de conduire le pays au chaos. La tension a tellement augmenté que des rébellions ont rapidement éclaté dans diverses régions du pays. Et au milieu de cette tempête, Santa Anna revenait de sa retraite, comme il le faisait toujours quand il sentait le pouvoir. Au début, il avait soutenu Gómez Farías, mais devant le mécontentement général, il a opéré un revirement complet et s'est rangé du côté des conservateurs. Sous la pression des forces armées, il a licencié Gómez Farías et annulé nombre de ses réformes. La première grande tentative libérale de transformation du Mexique avait été défaite par les puissances traditionnelles, mais sa marque ne serait pas effacée. Les idées de Gómez Farías reviendront plus tard, avec une force renouvelée. Son gouvernement, bien que bref, a semé les graines du Mexique moderne, un pays laïque et instruit, gouverné par des institutions civiles. Avec son départ, Santa Anna fut de nouveau installé au pouvoir et commença à construire sa figure de leader omniprésent, un homme qui entra et quitta le gouvernement à sa guise. Et ce sera la prochaine étape de notre histoire. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Est-ce que cela vous fait voir le Mexique avec des yeux différents? Alors je vous demande quelque chose de très simple, mais de très puissant. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Oui, votre petit geste peut faire découvrir cette histoire à beaucoup plus de personnes. Des gens qui n'ont jamais su ce qui s'est réellement passé au cours de ces années décisives. Votre j'aime et votre abonnement ne sont pas que des chiffres. C'est une manière de dire « Je veux aussi que cette vérité soit partagée ». Alors, si ce contenu parle à votre cœur, cliquez, partagez le message. Cela fait partie du changement. 9. Antonio López de Santa Anna, le leader aux 1000 visages, 1833-1855, intermittent. Après le tourbillon réformateur de Valentin Gómez Farías, le pays s'est à nouveau tourné vers un visage déjà familier, bien que toujours changeant. Antonio López de Santa Anna. Sa figure est si complexe et contradictoire qu'elle semble tirée d'un roman, mais elle était bien réelle et décisive. Avec lui, le Mexique n'avait pas une seule direction, mais plusieurs, parfois opposées. Il y avait une raison pour laquelle il l'avait surnommé l'homme aux 1000 visages. Santa Anna était un maître de l'opportunisme politique. Bien qu'il ait initialement soutenu Gómez Farías et ses réformes libérales, lorsque les vents ont commencé à souffler contre lui, il n'a pas hésité à trahir son vice-président et à s'allier aux conservateurs. Ce serait la première fois parmi de nombreuses fois où il changerait de camp en fonction de ce qui lui convenait le mieux. De 1833 à 1855, Santa Anna fut 11 fois présidente du Mexique. Oui, 11. Parfois, il gouvernait directement, d'autres fois, il déléguait le pouvoir à des intérimaires pendant qu'il se retirait pour se reposer dans sa propriété de Veracruz, El Encero. Mais il revenait toujours, comme une ombre, qui n'a jamais complètement disparu. Son influence sur la politique mexicaine fut énorme, mais aussi profondément dommageable. Sous son mandat, le pays a connu certains de ses épisodes les plus traumatisants, tels que la perte du Texas 1836.
Lorsque les colons anglo-saxons de ce territoire se sont rebellés contre le gouvernement mexicain, Santa Anna a marché avec une armée pour réprimer l'insurrection. Bien qu'il remporta une victoire brutale à Alamo, il fut capturé peu de temps après à San Jacinto. Pour sauver sa vie, il a signé des traités reconnaissant l'indépendance texane. Même si le Congrès mexicain ne les a jamais acceptés, le mal était déjà fait. Le passage du système fédéral au système centraliste, en 1835, il promeut l'abolition de la Constitution de 1824 et la mise en œuvre des 7 lois qui établissent un système centraliste. Cela a généré des conflits avec plusieurs États, dont le Texas, le Yucatan et Zacatecas, qui ne voulaient pas perdre leur autonomie. Dépenses excessives et autoritarisme. Santa Anna a imposé des taxes absurdes, comme la taxe sur les fenêtres ou les chiens, pour soutenir son style de vie et son armée. Il vivait dans le luxe, organisait des fêtes extravagantes et se faisait appeler Son Altesse Sérénissime, comme s'il était un roi. La perte de plus de la moitié du territoire national, après l'invasion américaine de 1846-1848, et après une campagne militaire désastreuse, le Mexique a perdu plus de 2 millions de kilomètres carrés avec la signature du traité de Guadalupe-Hidalgo. La Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada et le Texas passèrent aux mains des États-Unis. C'est une blessure historique qui fait encore mal. Et pourtant, malgré ces désastres, Santa Anna revenait sans cesse au pouvoir. Comment y est-il parvenu? Parce qu'il était un homme politique talentueux, charismatique, doué pour la manipulation et capable de promettre ce que les gens voulaient entendre, même s'ils le tenaient rarement. À certaines occasions, il a pris des décisions courageuses, comme face aux Français lors de la guerre des gâteaux, 1838, où il a perdu une jambe au combat, puis en a fait un symbole patriotique. Il l'a même fait enterrer avec les honneurs. Mais au fil du temps, le peuple mexicain s'est lassé de son jeu des apparences, de son ambition sans limite et de ses trahisons constantes. En 1855, un nouveau mouvement libéral, connu sous le nom de Plan de Ayutla, dirigé par Juan Alvarez et d'autres libéraux, le renversa définitivement. Santa Anna s'est enfui en exil, cette fois pour ne jamais revenir. Son héritage est l'un des plus controversés de l'histoire du Mexique. Certains le voient comme un traître, d'autres comme symbole des temps chaotiques que traversait le pays. La vérité est que sa figure a marqué une époque, celle du caudillismo, de l'instabilité et de la perte de direction nationale. Et lorsque Santa Anna a quitté la scène, le pays était en ruine, mais aussi confronté à une nouvelle opportunité. Il était temps de reconstruire de ses cendres. Le balancier revenait vers le libéralisme. Et le premier à revenir sur scène fut une fois de plus Valentín Gómez Farías. 10. Valentín Gómez Farías, deuxième fois. L'intérim éternel, 1834. Après tant d'allées et venues de Santa Anna, la présidence du Mexique est devenue une sorte de scène théâtrale où le protagoniste principal allait et venait à sa guise. Et chaque fois qu'il sortait, il laissait aux commandes son vice-président, un personnage que nous connaissons déjà bien, Valentín Gómez Farías. Nous étions en 1834 et le Mexique ressentait à nouveau cet élan de changement, de réforme. Comme en 1833, Santa Anna se retira de nouveau dans son hacienda El Encero et Gómez Farías reprit le pouvoir en tant que président par intérim. Ce serait la deuxième fois qu'il dirigerait le pays, et bien que bref, il ne passera pas inaperçu. Gómez Farías avait une mission claire, reprendre les réformes libérales qu'il avait tant promues lors de son premier mandat. Ce n'était pas un homme politique qui se contentait d'administrer, c'était un réformateur dans l'âme, avec une vision claire du Mexique qu'il voulait construire. Un pays laïque, avec une éducation publique, sans privilèges particuliers, ni privilèges hérités de la vice-royauté. Et ainsi, il a repris les politiques qui avaient déjà suscité d'énormes controverses. Elle a rouvert le débat sur la suppression des juridictions ecclésiastiques et militaires qui protégeaient ces groupes d'être jugés par des tribunaux civils.
Il promouva une fois de plus l'éducation laïque et gratuite, retirant l'enseignement des mains du clergé. Il tente de réduire le budget de l'Église et de prendre le contrôle de certains de ses biens, dans l'intention de les utiliser au profit de l'État. Mais comme cela s'était déjà produit auparavant, la réaction des conservateurs a été rapide. Les secteurs les plus puissants du pays, l'Église, l'armée et l'aristocratie, voient leurs intérêts menacés. Le pays était à nouveau polarisé. Les sermons dans les églises avertissaient que les réformes étaient sataniques et les chefs militaires commencèrent à préparer de nouvelles révoltes. Face à une pression croissante, Santa Anna, qui avait initialement donné son accord tacite aux réformes, a de nouveau changé de position. Voyant le mécontentement populaire, et surtout des puissants, il décide de reprendre le contrôle du gouvernement en juin 1834. Et il l'a fait comme à son habitude. Il a abrogé les réformes, dissous le Congrès et déclaré que la nation avait besoin d'ordre et non de changements radicaux. À son retour, il renvoya à nouveau Gómez Farias et enterra temporairement le rêve réformateur. Ainsi, Valentín Gómez Farias retourna dans la plaine. Une fois de plus, cela a été une étincelle de modernité au milieu d'un pays prisonnier, du passé, mais sans soutien suffisant pour entretenir le feu de la transformation. Beaucoup ont commencé à l'appeler l'éternel intérimaire, car il a toujours assumé le pouvoir dans les moments difficiles, mais n'a jamais réussi à se consolider. Sa silhouette continue pourtant de semer des idées. Ces réformes seront sauvées des années plus tard par une nouvelle génération de libéraux, qui verront en lui un précurseur du Mexique moderne. Pendant ce temps, avec le retour de Santa Anna sur le trône, désormais avec des idées de plus en plus centralistes, le pays s'éloignait de la fédération pour adopter le centralisme, un changement qui marquerait le parcours des présidents suivants et qui générerait de nouvelles rébellions. Nous arrivons ainsi au prochain épisode, la présidence de Miguel Barragán, qui assumerait le commandement à un moment où la République fédérale serait laissée pour compte et où le Mexique tenterait de fonctionner comme une nation centraliste. Miguel Barragán, le centraliste qui a aboli le fédéralisme, 1835-1836. Après le retour de Santa Anna à la présidence en 1834 et le renvoi de Valentín Gómez Farias, le Mexique était de nouveau à un point de rupture. Le pays, épuisé par tant de soubresauts politiques, se préparait à un changement profond du système, une transformation qui toucherait la base même du modèle de gouvernement né avec l'indépendance, le fédéralisme. Et au milieu de cette nouvelle transition, l'homme qui assumerait la présidence par intérim était Miguel Barragán. Barragán n'était ni un leader charismatique, ni un réformiste radical. C'était un homme politique aux idées fermes, proche de l'aile conservatrice et fidèle à Santa Anna, qui prenait à nouveau temporairement sa retraite. Ainsi, le 27 janvier 1835, Miguel Barragán fut nommé président par intérim. Son rôle n'était pas mineur. Il dut exécuter l'une des décisions les plus drastiques de l'histoire constitutionnelle mexicaine, abolir le système fédéral et le remplacer par un modèle centraliste. Autrement dit, les États perdraient leur autonomie, leurs propres lois, leurs congrès locaux, et tout le pouvoir politique serait concentré dans la capitale. Le Mexique a cessé d'être une fédération, comme c'est le cas aujourd'hui, et est devenu une république centraliste, où les décisions les plus importantes seraient prises depuis le centre, sans consulter les régions. Pour formaliser ce changement, la Constitution de 1824 et les institutions fédérales furent annulées et de nouvelles lois appelées les 7 lois constitutionnelles commencèrent à être rédigées, qui réorganisèrent complètement la structure du pays. Barragán, bien que malade, car il souffrait déjà d'une grave maladie respiratoire, a accompli cette tâche avec efficacité. Son gouvernement était discipliné, froid et fonctionnel. Ce n'était pas un homme de discours passionnés, mais un homme d'action concrète. Sa priorité n'en était qu'une, remplir le mandat de consolider le centralisme. Mais les conséquences de ce changement n'ont pas tardé à se faire sentir.
de nombreux États de la République, notamment au nord et au sud-est, n'ont pas accepté cette nouvelle forme de gouvernement. Habitués à prendre leurs propres décisions, ils se sont rebellés contre le centralisme. Parmi eux, Zacatecas, le Yucatan et le Texas. Oui, le Texas, qui était à cette époque un territoire mexicain habité par des colons anglo-saxons, et qui voyait dans cette crise une parfaite opportunité pour entamer son processus de séparation. En fait, c'est pendant le mandat de Barragan que les premières étincelles de la rébellion texane ont été allumées, qui, quelques mois plus tard, mèneront à la célèbre bataille d'Alamo et finalement à l'indépendance du Texas. Tout cela est en grande partie la conséquence directe de l'élimination du fédéralisme. Mais Barragan ne verra pas la fin de ce processus. Sa santé se détériora rapidement et le 1er mars 1836, il mourut alors qu'il était encore président. Il était l'un des rares présidents mexicains à mourir en cours d'exercice. Son héritage, bien que bref, fut puissant. Il mit fin au fédéralisme constitutionnel né avec l'indépendance et jeta les bases du régime centraliste qui allait déterminer le cours du pays pour les années suivantes. Un système qui, bien qu'il recherchait l'ordre, a provoqué davantage de divisions, de rébellions et de pertes territoriales. Après sa mort, le gouvernement fut laissé aux mains de son successeur, José Justo Corro, qui aura la lourde tâche de poursuivre les 7 lois et d'essayer de maintenir l'unité d'un pays qui commençait à se fragmenter. 12. José Justo Corro, le président de la Constitution centraliste, 1836-1837. Avec la mort de Miguel Barragan en mars 1836, le Mexique se trouvait à nouveau dans une période délicate. Le pays est en pleine transition vers un système centraliste. Les rébellions internes se multiplient et le conflit avec le Texas, déjà déclaré rébellion ouverte, est sur le point de s'intensifier. Il fallait de toute urgence un personnage capable de poursuivre le plan centralisateur sans perdre le contrôle du pays. Et c'est à ce moment-là qu'est entré en scène José Justo Corro. Corro était un homme politique conservateur, discret, mais possédant une expérience dans l'administration publique. Il a été nommé président par intérim par le Congrès, dans le cadre du mécanisme constitutionnel de l'époque. Même s'il n'était ni une figure charismatique ni un chef militaire, il représentait la continuité du projet centraliste et promu par Santa Anna et exécuté par Barragan. Sa tâche était claire, consolider le nouveau régime politique et maintenir l'unité de la République. Au cours de son bref mandat, qui s'étend de mars 1836 à avril 1837, furent officiellement promulguées les fameuses 7 lois constitutionnelles et l'organe juridique qui abolit l'ancienne constitution de 1824 et formalisa le nouveau système centraliste. Ces lois établissaient un gouvernement plus rigide, avec un pouvoir concentré dans la capitale et limitaient sévèrement l'autonomie des États. Parmi les points les plus marquants de ces lois figurait la création du pouvoir suprême conservateur, une institution qui était au-dessus du président, du Congrès et de la Cour suprême, et qui pouvait annuler leurs décisions si elles étaient jugées contraires à l'esprit de la loi. La centralisation complète des décisions politiques, économiques et militaires, l'élimination des législatures des États et leur remplacement par des départements contrôlés centralement. Corro, en tant que président, supervisait l'application de ces lois, mais sa gestion n'était pas exempte de complications. Le pays était pratiquement au bord de l'effondrement. D'une part, il faisait face à la sécession du Texas, qui avait proclamé son indépendance le 2 mars 1836, quelques jours seulement avant son accession au pouvoir. D'un autre côté, les rébellions internes n'ont pas cessé, notamment dans des régions comme le Yucatan et Zacatecas, ouvertement opposées au nouvel ordre centraliste. De plus, l'économie nationale était dévastée et la confiance dans le gouvernement était minime. La population mexicaine vivait dans l'incertitude, la peur et la fatigue face à tant de changements brusques. Corro, bien que sans scandale majeur, n'a pas pu inverser la situation.
Tout au long de son administration, la figure de Santa Anna a de nouveau occupé le devant de la scène, puisque c'est lui qui a personnellement tenté d'écraser la rébellion texane avec une campagne militaire qui se terminerait par l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire, la bataille d'Alamo et plus tard, sa capture à San Jacinto, qui a obligé le gouvernement mexicain à signer des traités humiliants, bien que non officiellement reconnus par le Congrès. José Justo Corro met fin à son mandat en avril 1837, laissant derrière lui un pays divisé, confronté et affaibli. Son héritage est avant tout celui d'un président de transition, qui a servi à sceller juridiquement le centralisme, même s'il n'a pas réussi à le consolider politiquement. La suite sera tout aussi instable, mais avec de nouveaux visages à la barre. La présidence allait maintenant revenir à un militaire, un homme qui avait déjà été au pouvoir auparavant et qui revenait avec la mission d'imposer l'ordre face à tant de fragmentation, Anastasio Bustamante, pour sa deuxième fois à la présidence. Avant de poursuivre cette histoire intense, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà partagé cette vidéo? Avez-vous apprécié? Êtes-vous abonné à la chaîne? Si la réponse est pas encore, c'est le moment idéal. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Cliquez sur j'aime si cela vous fait réfléchir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. En faisant simplement cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir le véritable passé du Mexique. Des histoires qui ne sont pas dans les livres, mais qui méritent d'être entendues. Merci de faire partie de cette communauté qui veut comprendre pour construire. 13. Anastasio Bustamante, deuxième fois. Retour au pouvoir, 1837-1839. Après le départ de José Justo Corro, le Mexique avait besoin de quelqu'un ayant de l'expérience, une main ferme et, selon certains, de l'autorité pour contrôler le pays dans l'un de ses moments les plus chaotiques. C'est ainsi qu'Anastasio Bustamante revint à la présidence pour la deuxième fois en avril 1837. Rappelons que Bustamante avait déjà été au pouvoir entre 1830 et 1832, après avoir renversé Vicente Guerrero. Son premier mandat a été marqué par la répression politique et sa figure n'a pas été exempte de controverses. Pourtant, le contexte actuel semblait exiger un homme de son style. Un général conservateur, défenseur de l'ordre et qui n'avait pas peur de recourir à la force. Lorsque Bustamante reprit la présidence, le pays était brisé à l'intérieur. Les 7 lois constitutionnelles ont modifié la structure politique nationale. Le Texas s'était séparé et, bien que le Mexique ne reconnaisse pas son indépendance, il était de facto déjà un territoire et perdu. Les rébellions internes se sont poursuivies, des États comme le Yucatan menaçant de suivre le chemin des Texans. De plus, l'économie nationale stagnait, les échanges commerciaux diminuaient et le mécontentement populaire grandissait. Dans ce scénario, Bustamante a repris le pouvoir dans le but de consolider le centralisme, d'écraser les rébellions et de restaurer le respect de l'autorité, même présidentielle. Son gouvernement s'est cependant caractérisé par une forte répression. Les opposants au régime ont été persécutés, emprisonnés ou contraints à l'exil. La liberté de la presse a été restreinte et une tentative a été faite pour imposer un discours d'unité nationale par le biais d'un contrôle politique et militaire. Mais cela n'a fait qu'alimenter la résistance dans plusieurs régions du pays. L'un des moments les plus tendus de son mandat fut le conflit avec la France, connu sous le nom de guerre des gâteaux, et de 1838. Tout a commencé lorsque des citoyens français ont exigé du gouvernement mexicain une compensation pour les dommages subis lors des troubles internes. N'ayant reçu aucune réponse satisfaisante, la France a envoyé sa marine bloquer le port de Veracruz, une action qui s'est rapidement transformée en agression militaire. Santa Anna, retraité dans sa ferme, est revenu comme soldat pour défendre la patrie. Lors de l'attaque française,
il fut blessé à la jambe et la perdit plus tard. Cette blessure lui apporterait un nouvel air de gloire et de patriotisme et le ramènerait sur la scène politique avec une force renouvelée. Pendant ce temps, Bustamante était confronté à un mécontentement social et politique croissant. Son image se détériorait rapidement. Les groupes libéraux se réorganisent et les rébellions armées se multiplient. Pire encore, les résultats économiques ne furent pas au rendez-vous et la population commença à lui imputer tous les maux du pays. Finalement, en 1839, après presque 2 ans de gouvernement, Bustamante subit des pressions pour quitter la présidence. Il ne s'agissait pas d'un coup direct comme à d'autres occasions, mais plutôt d'une solution concertée à l'impossibilité de contrôler la crise. Il conclut ainsi son 2e mandat, aussi conflictuel que le premier, avec le sentiment que le pays est toujours prisonnier d'un cycle de violence, de division et d'instabilité, et comme si le destin ne se lassait pas de répéter des noms, le prochain à occuper la présidence serait une autre vieille connaissance de l'indépendance, Nicolas Bravo, héros de guerre, mais comme nous le verrons, sans le même éclat en politique. 14. Nicolas Bravo, le héros insurgé mais faible en tant que président, 1839. Après la démission d'Anastasio Bustamante en 1839, le Mexique retrouve un visage familier, un nom qui résonnait depuis les jours glorieux de l'indépendance, Nicolas Bravo. Un homme courageux, symbole du combat insurgé, respecté pour son honneur, mais, comme on le découvrira bientôt, plus habile avec l'épée qu'avec les rênes du pouvoir. Nicolas Bravo fut nommé président par intérim en juillet 1839, à un moment critique. Le pays continue de saigner de l'intérieur. Le système centraliste n'est pas convaincant. Les États restent agités, les caisses sont vides et le peuple, épuisé par tant de crises, ne fait plus confiance ni aux dirigeants ni aux hommes politiques. Bravo était un homme de principe, de conviction patriotique et profondément religieux. Il avait été prisonnier pendant la guerre d'indépendance et avait démontré sa grandeur lorsque, ayant le droit d'exécuter les prisonniers espagnols en représailles, il leur pardonnait tous, gagnant ainsi le respect de ses ennemis. Cette action l'a marqué comme un héros moral, mais elle a également montré son caractère, bienveillant, peut-être trop pour l'époque. Au cours de son court mandat de président, Bravo n'a pas réussi à imposer une véritable autorité. Il ne disposait pas d'une base politique solide, ni du soutien des militaires les plus influents. De plus, il n'avait pas le courage de prendre des décisions drastiques et son administration fut rapidement éclipsée par des complots, des pressions internes et un désordre national persistant. Au lieu de gouverner, il a dû se consacrer à éteindre les incendies, c'est-à-dire à contenir les rébellions et à apaiser les tensions entre les factions rivales. Mais ces tentatives furent vaines. Le Mexique était hors de contrôle, et Bravo, bien que bien intentionné, n'avait ni le pouvoir ni le caractère nécessaire pour renverser cette réalité. Son gouvernement n'a duré que quelques mois et s'est terminé dans le calme, sans affrontements ouverts, mais aussi sans gloire. Il a quitté la présidence comme il y était entré, avec dignité mais sans résultat concret. Ainsi, le siège présidentiel était à nouveau vide pour être occupé à nouveau, et pour la 3e fois, par un personnage déjà bien connu du peuple mexicain, Anastasio Bustamante, qui est revenu avec l'espoir de retrouver sa direction perdue, même s'il a trouvé encore plus de confusion. 15. Anastasio Bustamante, 3e fois, la fatigue d'un régime, 1839-1841. Après le bref et faible gouvernement de Nicolas Bravo, le Mexique tomba une fois de plus entre les mains d'une connaissance de la maison, Anastasio Bustamante. Oui, pour la 3e fois, ce général conservateur s'est assis sur le fauteuil présidentiel dans une tentative, peut-être désespérée, de rétablir l'ordre dans une nation qui semblait s'effondrer morceau par morceau. Nous sommes en 1839 et Bustamante revient au pouvoir avec plus d'usure que de gloire. Son prestige n'était plus le même.
Le pays se souvient de lui pour ses gouvernements autoritaires, pour ses persécutions politiques et pour n'avoir pas pu éviter la fragmentation territoriale ou le chaos économique. Mais malgré l'absence d'un leadership solide, il fut appelé à gouverner à nouveau. Et le panorama qu'il a découvert était dévastateur. Les 7 lois centralistes, dont la mise en œuvre a coûté tant d'efforts, non seulement n'ont pas fonctionné, mais ont encore approfondi les divisions entre les États. Les régions les plus éloignées du centre n'ont pas accepté les ordres d'un gouvernement qu'elles jugeaient distant, sourd et répressif. Le Yucatan en particulier et certaines régions du Nord ont continué à revendiquer leur droit à l'autonomie ou ont directement menacé de sécession. Sur le plan international, le Mexique reste une nation faible et vulnérable. Après la perte du Texas, les tensions avec les États-Unis n'ont fait que s'accentuer. Et à l'intérieur, l'économie stagnait, les finances publiques étaient un désastre et le mécontentement populaire grandissait de jour en jour. Bustamante a essayé de subvenir à ses besoins avec le soutien de l'armée, mais il n'a plus le soutien absolu qui le protégeait auparavant. Même nombre de ses anciens alliés ont commencé à prendre leur distance. Ils l'ont accusé d'être épuisé, de répéter d'anciennes formules qui n'ont donné aucun résultat et de ne pas proposer de solutions concrètes à la crise. Durant son gouvernement, plusieurs rébellions éclatent, dont l'une des plus importantes, celle menée par Mariano Paredes et d'autres généraux, qui réclament le départ de Bustamante et la fin du centralisme. C'est le début de la fin de ce modèle de gouvernement qui n'a jamais réussi à convaincre l'ensemble du pays. Face à tant de pression, Bustamante tente de résister, mais il ne dispose plus de suffisamment de capital politique ni de force militaire. En 1841, les dirigeants de l'opposition ont promu le plan Tacubaya, un document qui proposait la dissolution du régime centraliste et la convocation d'un nouveau congrès constituant. Acculé, Bustamante abandonne la présidence. Il ne s'agissait pas d'une démission volontaire, mais plutôt d'une reddition inévitable. Avec lui, s'est clôturé un cycle politique marqué par la répétition des mêmes erreurs, par l'incapacité de s'adapter aux exigences d'une société en mutation et par la fatigue d'un pays fatigué de voir toujours les mêmes au pouvoir. C'est ainsi qu'un nouveau personnage entre en scène. Quelqu'un qui jusqu'alors était resté en retrait, mais qui devait maintenant assumer le leadership en plein effondrement institutionnel. Francisco Javier Echeverría, qui prendrait le commandement par intérim, en tant qu'administrateur de transition, en plein effondrement du régime centraliste. Il 16, Francisco Javier Echeverría, le président qui ne voulait pas l'être, 1841. Après l'effondrement du régime centraliste et la démission forcée d'Anastasio Bustamante en 1841, le Mexique se retrouve une fois de plus au bord du gouffre. Le pays était épuisé, les institutions étaient chancelantes, les armées étaient en conflit les unes avec les autres, les États menaçaient de faire sécession et l'économie nationale était en ruine. Dans ce contexte, la présidence est tombée entre les mains d'un homme qui, honnêtement, n'en voulait pas. Francisco Javier Echeverría n'était pas un homme politique traditionnel, ce n'était pas non plus un militaire, c'était un financier, un homme de chiffres, qui avait travaillé comme ministre des Finances et qui comprenait mieux que quiconque le trou noir dans lequel se trouvaient les finances publiques. Il était sérieux, discret, poli et n'avait aucune ambition personnelle de pouvoir. Cependant, comme il était le ministre le plus haut placé en exercice, il dut assumer temporairement la présidence le 22 septembre 1841. Dès le premier instant, il a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas occuper ce poste pour longtemps. Sa fonction était purement transitoire, une sorte de gardien du pouvoir, jusqu'à ce que les militaires et les politiciens décident qui devait gouverner au milieu de la crise. Son bref mandat était comme un pont de bois de fortune au-dessus d'une rivière turbulente. Au cours de sa courte présidence, qui n'a duré qu'une vingtaine de jours, Echeverría a essayé de maintenir l'administration en marche et surtout d'éviter un effondrement total de l'appareil fiscal. Mais il ne pouvait pas prendre de grandes décisions. Il n'avait aucun soutien politique ou militaire.
Sa gestion était plus technique que politique, et il subissait constamment la pression des chefs de l'armée et des différentes factions belligérantes. Pendant ce temps, la rébellion militaire dirigée par Mariano Paredes et d'autres généraux gagnait en force et, parallèlement, Antonio López de Santa Anna, qui ne s'éloignait jamais trop de la scène, commençait à se positionner à nouveau comme la figure centrale du moment. Finalement, le 10 octobre 1841, Echeverría démissionna, laissant la voie libre au retour au pouvoir de Santa Anna, une fois de plus, cette fois dans le cadre du plan Tacubaya, qui proposait de dissoudre le Congrès et de convoquer une nouvelle convention pour rédiger une nouvelle constitution. C'est ainsi que s'est terminé le bref épisode de Francisco Javier Echeverría en tant que président, un homme qui n'a jamais brigué de fonction, mais qui a eu la décence de soutenir la structure de l'État dans l'un des moments les plus fragiles de son histoire. Son rôle était silencieux, presque invisible, mais nécessaire. C'est ainsi que nous clôturons la période des 16 premiers présidents du Mexique, une époque marquée par l'instabilité, les trahisons, les idéaux contestés et les changements constants de régime. Chacun de ces hommes a laissé sa marque, les uns par la gloire, les autres par les erreurs, dans la construction d'une nation qui cherchait encore à se définir. Le Mexique du 19e siècle était comme un navire à la dérive, en quête d'un capitaine, en quête d'une direction, mais aussi plein de vie, de courage et d'histoire à écrire. Et ainsi se termina le mandat des 16 premiers présidents du Mexique, un chapitre plein de luttes, d'erreurs, d'espoir et de chaos. Un pays né libre, mais qui a dû apprendre à se gouverner par l'expérience. Est-ce que ça te fait mal de voir combien de fois nous trébuchons? Moi aussi, mais savez-vous quelle est la chose la plus puissante dans cette histoire? Que nous n'arrêtons jamais d'essayer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une liste de noms, c'est le reflet d'un peuple qui, comme vous et moi, rêvait de justice, d'ordre, d'un Mexique meilleur. Et même si la route était difficile, c'est ce même chemin qui nous a appris où ne pas revenir. Aujourd'hui, l'histoire nous rappelle qu'il n'y a pas d'avenir sans mémoire et que comprendre le passé est la première solution pour ne pas le répéter. Et maintenant que vous connaissez cette partie intense de notre histoire, dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de la vidéo? Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris? Votre avis est très précieux. Et en l'écrivant simplement, vous aidez cette vidéo à toucher beaucoup plus de personnes. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, j'aime la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres de notre histoire. Merci d'avoir regardé, d'avoir ressenti et d'avoir partagé, parce que l'histoire prend vie lorsque nous la racontons ensemble.